lors des travaux de la RD 47 qui passait à la limite du plateau de la Vieille Beaune, on a découvert des vestiges gallo-romains. L'association de bénévoles, la JPGF, qui suivait les travaux, qui travaillait dans cette zone du pays de France, a immédiatement commencé un certain nombre de fouilles de sauvetage, mais c'était déjà un peu trop tard. Étant donné les vestiges rencontrés, elle a demandé des autorisations de fouilles programmées, cette fois-ci, le long de la route, et des vestiges importants sont apparus, des murs, des pièces, un ensemble de balnéaires, de choses comme ça, qui ont montré l'importance de ce site. Rémi Guadagnin, qui fouillait à ce moment-là, qui dirigeait à ce moment-là la fouille, étant donné ses connaissances du lieu, il avait fait beaucoup de prospection, a pensé d'abord et avant tout à un vicus, étant donné la superficie de vestiges connus et l'importance des vestiges fouillés et découverts. Ce d'autant plus qu'on est en bordure d'une route et qu'en bordure des routes, surtout les routes anciennes, on a en général un vicus, c'est-à-dire en fait un village. En 87, d'autres travaux ont lieu, cette fois-ci dans la pente, dans le coteau de la Vieille Beaune. C'est un lotissement qui doit être construit. Le service régional de l'archéologie, le service départemental d'archéologie du Val d'Oise, la JPGF qui est présente dans la région, décide de mener, en accord avec le lotisseur et avec son aide, de mener une fouille de sauvetage rapide. On a fouillé 4 mois là-bas, et l'autorisation de fouille m'est dévolue. Une des caractéristiques du site de la Vieille Beaune, que l'on comprend ensuite, une fois que le plan était complet autant que possible, parce qu'on n'a pas tous les éléments. J'ai dit que c'était un site extrêmement érodé. On comprend que c'est une villa et on va retrouver dedans toute la richesse des villas que l'on peut imaginer. Alors, d'abord ces bâtiments thermaux, on en a en haut dans la fouille de Rémi Guadagnin, on en a dans ce petit bâtiment en bordure de talus, en quelque sorte, en bordure de coteaux, et on en a un gros en bas. Tous ces éléments-là fournissent des peintures murales et des peintures murales de qualité. Cette villa dont je viens de parler, on peut l'imaginer de la façon suivante. Dans les fouilles de Rémi, on voit qu'il y a de grands bâtiments, de nombreuses pièces. Alors tout ça, ça se situe en haut du coteau, comme on connaît d'habitude sur les villas gallo-romaines, de façon à être dans une zone plus saine, un peu en dessous du niveau du plateau, pour éviter les vents et les froids. Et puis, cette position en haut du coteau, tournée vers la vallée, qui permet d'avoir une vue superbe sur l'ensemble. C'est l'élément essentiel de la villa, de ce qu'on appelle la pars urbana, c'est-à-dire la partie urbaine habitée par le maître. En dessous, on va trouver la pars rustica, qui est la partie agricole, qui est la partie réservée aux ouvriers, etc., etc. À cette limite-là, on a le petit élément thermal qui doit appartenir à un personnage important, étant donné la présence de termes privés, et étant donné la position. Donc on verrait très bien ici le villicus, c'est-à-dire le régisseur du domaine quand le maître n'est pas là. Tout en bas, le bâtiment thermal. Le bâtiment thermal de la villa. Alors, on a vu que le villicus, que le maître avait leur bâtiment privé, bâtiment thermaux privé,
Là, il s'agit d'un bâtiment thermal plus public, en quelque sorte, puisqu'il n'est pas rattaché directement à un habitat. Et surtout, ce qui paraît caractéristique de ce bâtiment, c'est le fait qu'il soit entouré d'un fossé profond, en fait d'un caniveau profond, complètement maçonné. Le grand caniveau qui enserre le bâtiment thermal correspond à cette chose-là, récupérer les eaux usées, mais aussi récupérer et isoler le bâtiment thermal des eaux d'inondation possibles. On a dit qu'une des caractéristiques du site de la Vieille Beaune, c'était la bonne conservation des peintures murales des différents bâtiments. Pour celui du maître, quelque chose d'assez exceptionnel quand même, c'est la découverte de décors de plumes de paon, qui est quand même rare par chez nous. Bon, on n'a pas l'ensemble de la peinture, mais on a ce décor particulier qui est intéressant. De la même façon, pour le bâtiment du régisseur, on a là encore qu'une petite partie de la peinture murale, mais un décor d'oeuvre qui permet d'imaginer le décor des différentes pièces. À ajouter à cela des angles dans le mortier qui permettent de placer les ouvertures de ce petit bâtiment. Le bâtiment thermal tout en bas du coteau, ce bâtiment thermal qu'on a dit qu'il pouvait être public en quelque sorte, public en tout cas pour les gens de la villa, toutes les parties creuses ont fourni de la peinture murale. Alors, d'une part, dans les tranchées de récupération des murs, vous imaginez, on fait sauter toutes les pierres et on comble ces tranchées par la peinture murale, par ce qui reste, donc grande découverte pour nous, mais aussi et surtout la piscine froide qui a été retrouvée en bon état, comblée par les peintures murales. Dans le laboratoire de Soissons, le Centre d'études des peintures murales romaines, en ce moment, nous étudions les peintures murales qui proviennent des thermes du Tillet. Donc là, on est en train de travailler sur un autre décor qui a été trouvé lors de fouilles au Tillet. Alors donc le réseau, il est composé d'une double trame. Une première trame orthogonale définie par des plumes de paon et une autre trame oblique qui, elle, est définie par ces filets rouges marqués à l'intersection par cette espèce de motif circulaire qui doit faire allusion à un fleuron. Donc on a un décor qui est relativement soigné et qui devait avoir un effet assez chatoyant. Donc un champ noir qui ornait le bas de la paroi avec des motifs verts, avec des nuances de vert qui nous permet de penser qu'il s'agissait probablement de motifs végétaux, mais malheureusement ces motifs sont trop lacunaires pour pouvoir être compris. Ensuite, au-dessus de cette zone inférieure du décor, on a une imitation de corniche en stuc qui est peinte et qui va assurer la transition horizontale entre cette zone inférieure et le décor de zone médiane qui va se déployer, lui, plus amplement sur l'ensemble de la paroi. Cette zone médiane était ornée d'un champ vert qui est agrémenté de motifs linéaires qui se croisent, donc qui forment ce qu'on appelle un réseau, et qui évoque en fait ce que l'on a l'habitude de rencontrer en décor de plafond, mais qui ici est représenté au niveau du mur. Ce décor donc est un décor régulier, rythmé par des petits carrés et des motifs circulaires qui vont se répéter sur toute la paroi. Cet ensemble évoque probablement une représentation de tapis, donc un motif de tapis à réseau avec les franges qui sont ici représentées de façon horizontale mais que sur d'autres plaques on va pouvoir observer à la verticale. Donc ces franges sont représentées en encadrement du carré de tapisserie représenté. On va commencer la réintégration des détails. On a déjà placé les fonds unis. Alors,
il reste à placer les franges en bordure de tapis. Ici, on a fait des petits essais avec différentes teintes pour ajouter le motif donc, de ces franges, dont le pigment, en plus, s'est altéré avec le temps. Il n'est plus tellement lisible. Donc c'est très important de compléter ces dessins pour qu'ils soient visibles de tout le monde, en fait. Facilement compréhensibles. Ici, on a donc ce très beau décor du Tillet qui est remarquable par le fait de présenter un panneau à fond vert. Alors le vert est un pigment assez particulier que l'on retrouve assez rarement en couleur de fond. On a l'habitude à l'époque romaine d'avoir des fonds noirs, rouges, blancs ou jaunes, mais rarement le vert. Alors, on pense que c'est essentiellement pour des raisons techniques. Le peintre n'aime pas utiliser ce pigment en fond car il est difficile à étaler. Pour le décor du Tillet, le vert a fait l'objet d'une analyse physico-chimique et il a pu être identifié. On sait donc qu'il s'agit d'une terre verte que l'on appelle la céladonite, donc qui est un pigment d'importation et qui marque le caractère particulier de ce décor. Donc on a voulu pour ce décor utiliser un pigment de qualité et un pigment d'importation, donc probablement plus coûteux. Donc il s'agit d'un décor de voûte qui a été trouvé dans la partie thermale du site, où on a un décor de voûte cintrée qui a été refait pour refaire un deuxième décor. Donc on voit sur le premier décor, on est sur un fond totalement bleu, où on a des petites fleurs roses et blanches, qui se voient plus très bien, qui alternent en quinconce, c'est-à-dire qu'on a le rose ici, le blanc, le rose, et on va retrouver cette alternance sur toute la paroi. Alors ce qui est intéressant, qu'on voit tout de suite sur la surface, c'est qu'on a les traces du piquetage. Quand on a fait le deuxième décor, il faut toujours que la surface soit irrégulière. Donc on pique le premier décor, on refait une couche de mortier et on va repeindre pour toujours garder la technique de la fresque, toujours travailler à fresque. Donc c'est pour ça que le décor est assez abîmé. En plus, ce décor était recouvert de concrétion calcaire parce qu'il avait dû y avoir on pense peut-être une fuite d'eau. C'était des concrétions très épaisses qu'on voit moins ici parce que Béatrice a réussi à les nettoyer. On retrouve la couleur ici originelle de ce bleu très épais, qui est donc du bleu égyptien, donc un pigment de synthèse qui est utilisé assez souvent, mais pas forcément en grand champ bleu comme ça étendu. Donc, on peut voir aussi sur la construction de cette voûte les tracés préparatoires qui ont permis de placer précisément toutes les fleurs. On a ici, il y a 7-8 cm d'écart ici, et on voit qu'il a été posé, le tracé préparatoire, pas dans la longueur de la voûte, mais en perpendiculaire en fait, ce qui est plus difficile techniquement que de les faire en longueur. Et sur le deuxième décor, comme il est appliqué sur ce champ piqueté, il est moins épais, et il est moins bien conservé parce qu'au fil du temps, ça va avoir tendance à se détacher. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a un décor complètement différent avec un fond vert. On n'est plus du tout dans le bleu avec des étoiles. On a des motifs qu'on n'a pas réussi à identifier, mais on voit quelques traces ici de rose, de bordeaux, violet. On a encore du rose ici avec du jaune. Toute l'armature était faite sur ces tubuli. Et ce qu'on s'est demandé à l'époque, c'était savoir si ils avaient une fonction de chauffage ou pas pour cette pièce, et parce que normalement donc les tubuli servent à conduire la chaleur. Sauf qu'ici on a remarqué qu'en fait à chaque intersection les tubuli n'étaient pas jointifs, il y avait du mortier entre chaque, donc ils servaient vraiment que pour la structure et pas du tout pour la conduction de chaleur. La période la plus importante de la villa se situe très certainement au second et dans les 2 premiers tiers du IIIe siècle. C'est ce que l'on voit d'habitude. À ça correspond également les objets que l'on a trouvés. Et là, on a, disons, la vie normale d'une villa, sa naissance, avec les bâtiments en matériaux périssables, son évolution et sa partie la plus importante, la plus riche, à la fin du IIe et au IIIe siècle.